Dans le podcast AWS en français, c'est mercredi, c'est Women in Tech, aujourd'hui avec Virginie Mativet. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Le mercredi dans le podcast AWS en français, c'est Women in Tech. On parle de diversité, d'équité, d'inclusion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativet. Tu es docteur en IA et fondatrice de ta société qui s'appelle MLOps. Non pas les acronymes MLOps comme Machine Learning Operation, mais MLOps avec un H. Et je mettrai le lien dans les notes du podcast pour en savoir plus. Et puis, Virginie, on t'avait déjà vu dans un podcast AWS en français. C'était en vidéo. On avait filmé ça très tôt un matin à Reinvent. On faisait un debrief des principales annonces de Reinvent et je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Dans cet épisode, on va parler de ton cas parcours, évidemment, comment tu es en arrivé à l'IA, mais on va aussi parler de biais et de biais sous différents angles. Ton dada professionnel, c'est le biais dans la data et le biais dans l'IA en général. Si on doit expliquer ça de façon non technique, c'est quoi le biais dans l'IA ? Alors bonjour. Le biais dans l'IA, en fait, c'est tout simplement parce que les modèles d'IA ne sont pas des modèles qui ont juste 100% du temps. Ils font des erreurs et le biais, c'est quand ils font des erreurs contre une certaine population plus que les autres. C'est-à-dire que les erreurs, elles sont pas statistiquement réparties sur tout le monde pareil. Par exemple, un système qui doit noter des CV ferait plus d'erreurs sur des femmes que sur des hommes. C'est arrivé il y a pas très longtemps au Pôle emploi autrichien, par exemple. Donc c'est un peu grave, on va dire. Pour l'histoire, ils recommandaient pas d'aller dans l'informatique à des femmes. Le modèle qu'ils ont utilisé derrière, qui était basé sur ChatGPT, ne conseillait l'informatique qu'aux hommes, ce qui est un peu problématique quand même en 2024. On voit ça dans l'IA générative également, avec les exemples d'images générées. C'était peut-être un peu plus, il y a un angle. Maintenant, je sais que les sociétés qui génèrent ces modèles essayent de corriger le tir, mais quand on demande une image d'un docteur, c'était un homme blanc de 40-50 ans, d'un criminel, c'était une personne noire. Ça vient d'où ces biais ? Ça vient c'est pas intentionnel, évidemment, c'est les jeux de données qu'on a utilisés pour entraîner les modèles. Oui, ça vient pas du data scientist qui entraîne le modèle. Personne ne dit, tiens, chic, aujourd'hui, je vais faire un modèle raciste et un modèle misogyne. Youpi, j'ai une super journée. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes, on a tous des biais. On voit pas forcément les biais qui sont dans les données qu'on analyse parce que justement, nos biais font que ça nous cache les biais des données. Et les modèles, eux, ils apprennent statistiquement. Donc, si statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la tech, le modèle, il en déduit, il faut être un homme pour aller bosser dans la tech, en fait. Par son fonctionnement statistique. Donc, l'idée, c'est d'aller rééquilibrer ça. Et pour les images dont tu parlais, Gemini a eu le problème inverse, à savoir qu'ils avaient mis tellement de diversité qu'il était impossible d'avoir l'image d'un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale qui ressemblait à un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il sortait des personnes noires, ou il sortait un pape asiatique, il compensait dans l'autre sens. Donc c'est difficile en fait de rester sur quelque chose qui est à la fois pas biaisé mais pas trop diversifié quand c'est pas la réalité historique. Il y a quand même un équilibre à trouver. Mais en tout cas, oui, il faut faire attention, il faut analyser les données pour ça et c'est compliqué de faire ça. Et c'est pas que dans les images générées, etc. En préparant ce podcast, tu parlais de biais également dans des modèles entraînés pour détecter des cancers de la peau. Bah oui, tout à fait. Il y a eu des modèles qui ont été faits où vous prenez une photo de vos grains de beauté et ça vous dit est-ce qu'ils sont à risque de cancer ou pas. Et en fait, ces applications, elles marchent très très bien sur les peaux claires, mais très très mal sur les peaux foncées. Donc là, clairement, il y a un biais parce que les erreurs sont majoritairement sur les peaux foncées par rapport aux peaux claires. Et du coup, ça peut amener à des catastrophes parce que la personne va penser qu'elle ne craint rien, elle ne prendra pas rendez-vous chez un dermato, et je la comprends perso vu le délai qu'il y a pour avoir un rendez-vous. Et du coup, en fait, elle risque de passer à côté de quelque chose de grave qui va être détecté quand ça sera potentiellement trop tard. En fait, dans le domaine médical, le faux négatif est peut-être dramatique. Le faux positif, bon, c'est pas grave, ça fait une visite en trop chez le dermato, mais le faux négatif peut avoir des conséquences relativement dramatiques. De biais de la donnée, on va en parler tout à l'heure, du biais de recrutement et peut-être de développement de parcours et de parcours professionnel. Mais comment t'en es arrivé à travailler dans l'IA ? Par hasard. Je faisais mes études. J'étais en bac+5 d'informatique et j'ai découvert en 4e année
le métier d'ingénieur informatique. Parce que jusque-là, on faisait surtout un métier on préparait à un métier de développeur, on va dire vraiment à faire du code. Pur et dur. Voilà. Et puis, en 4e année, on a découvert un peu ce qu'était le métier d'ingénieur informatique. On commençait à se spécialiser avant la 5e année. Et je me suis dit, ça me plaira pas du tout, ce métier-là, en fait. C'est un truc, ça va me saouler, clairement. T'as pas envie de coder? Alors, c'est pas vraiment que le code, mais le code, entre autres, de faire ce genre de tâches en code. Il y a plein de choses qui me plaisent en code, mais pas ça. Et du coup, je suis allée voir le directeur de l'école où j'étais, à l'INSA, et je lui ai dit, je veux arrêter mes études, je vais aller élever des chevaux dans le Larzac. Et il m'a dit, ne fais pas ça, c'est une erreur. Alors, après coup, je le remercie fortement d'avoir dit ça à l'époque. Il m'a dit, à la place, tente un double cursus à l'université. Ça te permettra de voir de la recherche, de voir d'autres choses qui correspondent plutôt plus à tes aspirations. Donc j'ai fait ça, et il y avait que 2 masters disponibles à l'époque qui étaient compatibles avec mon emploi du temps à l'INSA, dont un en intelligence artificielle que je connaissais pas. Voilà. J'ai découvert ça, j'ai fait mon master et j'ai dit oh c'est génial, c'est ça que je veux faire. J'ai enfin trouvé. Donc voilà, j'ai trouvé ma voie à 23 ans, mieux vaut tard que jamais. Et je me suis dit je veux faire ça, et c'est comme ça que je suis tombée dedans en fait. Tu avais une appétence déjà pour les maths, pour les aspects statistiques, probabilités, plutôt statistiques pour l'IA? Oh oui, j'étais douée en maths de traitement. Ça aide. Alors, maintenant, c'est plus nécessaire aujourd'hui, mais à l'époque, on codait tout de zéro. Donc en fait, je faisais des réseaux de neurones et je codais les algorithmes d'apprentissage avec les formules mathématiques en C++. Donc effectivement, il fallait quand même avoir un intérêt pour les maths. Et c'était mon cas. Juste pour la petite anecdote, quand j'étais au lycée, je me rappelle qu'en première, j'ai demandé à mes parents qui m'achètent le programme de terminale de maths, spé maths, pendant les vacances, pour le commencer pendant les vacances scolaires, parce que je m'ennuyais et que je voulais faire un truc qui me plaisait. Donc en fait, mes vacances de la première à la terminale, j'ai fait une partie du programme de maths de la spé maths terminale, ce qui fait qu'après je me suis fait chier, une partie de l'année. Pendant le reste de l'année. Parce que j'avais déjà fait le programme pendant les vacances. Mais pour vous dire un peu à quel point j'aimais les maths, effectivement. Mais tu as dit un truc, aujourd'hui c'est peut-être plus nécessaire de descendre dans ce niveau-là de détail, à part pour quelques sociétés qui fabriquent ces modèles. Souvent on utilise des modèles de l'étagère ou on les customise pour ses besoins. Donc je voudrais pas donner l'impression que le travail dans l'IA c'est réservé aux thésards mathématiciens. C'est beaucoup plus large que ça aujourd'hui. Ah oui, c'est beaucoup plus large. Puis surtout, en fait, les librairies, elles existent. Quand on regarde les librairies de type Scikit-Learn ou ce genre de choses, on n'est pas obligé de coder ces formules, et heureusement, parce que quand même à l'époque ça limitait beaucoup l'accès à l'intelligence artificielle. C'est plus du tout le cas, donc c'est beaucoup plus ouvert. Maintenant, il y a plein de formations de reconversion, et on y reviendra un peu après justement, qui permettent d'accéder à ce genre de métier. Donc clairement, les maths ne sont plus une obligation pour entrer dans ces métiers-là. Mais il y a 22 ans, quand j'ai commencé, c'était le cas. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Mais moi, avec ma casquette de développeur, j'arrive à faire des choses dont je suis assez content avec de l'intelligence artificielle, sans être expert. Je comprends vaguement les concepts des domaines, mais je dois essentiellement utiliser des librairies existantes, LangChain, par exemple, sous Python, pour ne pas la nommer, et d'autres. Et il y a moyen de s'en sortir relativement bien avec ça. Ton dada pour la data, si j'ai envie de jouer un peu sur les mots, et pour les biais dans la data, tu analyses les biais dans la vie de tous les jours. Tu deviens observatrice, ou tu les détectes peut-être plus facilement que les autres. Et une des raisons pour lesquelles tu es ici, c'est parce que tu as réfléchi, parlé en public plusieurs fois sur les biais dans les parcours professionnels, et peut-être qu'on peut commencer par le recrutement. C'est quoi le biais dans le recrutement ? Le biais dans le recrutement, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, mais clairement les biais ont malheureusement tendance à se conformer à ce qu'elles ont l'habitude de recruter et qu'elles connaissent bien. Je connais des sociétés, par exemple, qui ne recrutent que des personnes qui sortent d'un bac+5 d'une grande école. Ça, du coup, c'est clairement un biais, parce qu'en fait, il y a plein d'autres profils qui ne correspondront jamais à « j'ai terminé un bac+5 dans une grande école », qui serait quand même super intéressant pour elles, et elles vont complètement passer à côté à cause de ces œillères de on sait que ça marche bien avec tel profil, donc on reproduit, en fait, tout simplement. C'est pas un des mots français, pardon, également de dire on se coopte entre personnes qui sortent de la même grande école ou université. Alors, il y a 2 points dans cette question. Il y a le fait coopter. La cooptation est un super moyen d'avoir des très bonnes personnes dans des équipes. Parce qu'on se connaît, qu'on s'est croisé dans des réseaux, qu'on s'est croisé dans des événements, qu'on se connaît bien personnellement ou quoi que ce soit.
Donc ça, c'est pas pour moi le problème. Par contre, effectivement, se limiter au bac+5 en étant dans l'entre-soi, c'est problématique parce qu'en fait, on se retrouve avec des personnes, on parlait qu'on a tous des biais, ces personnes, elles ont toutes potentiellement les mêmes biais. Donc, vous avez beau les faire travailler ensemble, en fait, elles couvrent toujours que la même zone de biais. Donc, c'est intéressant d'avoir des personnes qui sont différentes, qui auront d'autres biais, mais qui, du coup, détecteront les biais des premières et vice-versa. Et là, tu donnes l'exemple parce que en tant qu'entrepreneuse, tu as toi-même engagé et tu vas plutôt, enfin, je ne sais pas si c'est la perception que tu me donnes en tout cas, tu vas plutôt sur des profils atypiques. Tu peux nous partager ces exemples ? Oui, effectivement, j'ai recruté des profils plutôt atypiques parce que c'était ce que je faisais déjà dans le passé, parce que j'avais construit des équipes et avec majoritairement des profils, pas mal de profils atypiques quand on regarde. Qu'est-ce qu'on appelle un profil atypique ? Bon, c'est pas bac+5, ça j'ai déjà compris. Alors ça dépend, parce qu'en fait, par exemple, j'avais recruté un docteur en chimie. Alors pour le coup, c'était un bac+8. Mais en chimie. Donc, il travaillait sur des molécules pour aider à soigner le cancer. Il n'avait jamais fait d'informatique de sa vie en dehors de « je sais utiliser un ordinateur ». Et je l'ai embauché pour faire de la R&D en intelligence artificielle. Donc, c'était quand même un pari un petit peu à prendre et ça s'est excellemment bien passé. Voilà. Donc, Mathieu, si tu nous écoutes... Et actuellement, là, par exemple, j'ai pris un alternant qui est dans une formation de reconversion qui s'appelle le Bahut, et lui, il était joueur de foot professionnel avant, puis entraîneur de gardien de foot, parce qu'il était gardien en fait dans l'équipe, et ensuite il entraînait des gardiens, et même là actuellement, il me disait encore hier que il reçoit des demandes de clubs sportifs pour entraîner leurs gardiens, donc d'équipes de foot. Voilà, et il vient faire de l'IA alors qu'il n'a jamais travaillé dans ce domaine-là en fait, mais il va apporter d'autres choses à MLOps et à mes clients aussi, j'espère. Sans parler en son nom parce qu'il n'est pas là, mais qu'est-ce qui l'a motivé à changer de carrière aussi radicalement, passer du monde du sport au monde de la tech ? Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont faites aussi avec des hasards de rencontres et ce genre de choses. Et entre autres, il me disait qu'il s'était inscrit dans cette formation 15 jours avant le début de la formation parce qu'il avait parlé à un de ses amis qui lui avait parlé de l'IT, du numérique et tout ça, et qui s'était dit que oui, peut-être ça pourrait effectivement l'intéresser, ce genre de métier-là. Et puis on sait très bien que les sportifs, au bout d'un moment, en fait, ils changent de carrière. On peut pas rester sportif de haut niveau toute sa vie. Et même entraîneur, c'est pas forcément un métier qu'on a envie de faire tout le temps. Donc après, je ne connais pas ses motivations plus profondes que ça, mais grosso modo, c'est des hasards, des fois des rencontres, et de se dire oui, pourquoi pas, pourquoi je pourrais pas faire ça moi aussi en fait. Et tu parlais des intérêts pour ta société, pour tes clients. C'est quoi des exemples d'intérêts d'avoir des profils aussi variés, aussi divers ? Ça va forcément apporter de la diversité dans les réponses aussi en fait, avoir un point de vue qui est différent, et ça va aussi me permettre d'avoir quelqu'un qui va peut-être me dire tiens, je pense à autre chose, je pense à ça ou quoi que ce soit. Voilà, donc il y a plein de points là. En plus, c'est quelqu'un qui potentiellement a travaillé en équipe, sait subir la pression. Imaginez un gardien de but au moment des pénaltys, des tirs de pénalty. Je pense qu'en termes de pression, il y a un certain niveau de voilà, de tenir à la pression. Et puis même dans le monde du sport, quand j'ai des clients dans le monde du sport, clairement c'est quelque chose qu'il connaît bien, qu'il maîtrise. Donc voilà. Pour la petite anecdote, ce qui était marrant, c'est quand j'ai essayé de recruter, il y a un des candidats que j'ai eu qui m'a dit, en fait, j'ai vu ton profil, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, j'ai vu que tu intervenais beaucoup pour la diversité, et du coup, je me suis dit que comme j'étais pas une femme, j'avais aucune chance d'être recrutée dans ta société. C'est la discrimination, c'est l'autre aspect. En fait, non, je suis une femme, donc même si je voulais appliquer la diversité, il me faut aussi des hommes. En fait, dans ma société, la diversité, c'est pas 100% de femmes, en fait. Et du coup, c'était assez marrant cet échange-là. Finalement, j'ai recruté un homme. Donc voilà. Et comme quoi, la diversité, ça va bien au-delà du genre, en fait. Oui, c'est ça. Il y a la diversité dans les parcours professionnels, on en a parlé. Il y a aussi les minorités non visibles, les gens qui sont dyslexiques ou qui ont des troubles du comportement. C'est quelque chose que tu connais bien aussi. Est-ce que tu vas chercher de tels profils spécifiquement, ou enfin, quelle est ta relation avec ces autres aspects de diversité non nécessairement visibles ? Alors déjà, on parle de diversité et de minorité, il faut pas oublier qu'on parle de femmes comme minorité, mais on est 51% de femmes en France. Donc en fait, il y a plus de femmes en France que d'hommes, mais on nous considère dans l'IT comme étant une minorité.
Donc c'est intéressant déjà de voir cette notion de minorité qui est très relative, en fait. La minorité majoritaire, tu avais dit. C'est une minorité majoritaire. À côté de ça, effectivement, sur tout ce qui est non visible ou tout ce qui est atypique, en fait, ce sont des fonctionnements différents du cerveau, ce qui amène aussi des comportements potentiellement différents ou des réflexions différentes. Et ce qui m'y a amené, c'est que en fait, je suis entourée de personnes atypiques, neuroatypiques dans ma vie, que ça soit dans ma vie perso, en partie dans ma vie pro ou dans ma famille. Donc du coup, forcément, je suis assez sensible à ce genre d'atypie que j'ai découvert plutôt sur le tard, ayant été moi-même diagnostiquée neuroatypique très très tard, parce qu'il y a à peine quelques années. Donc à 40 ans, quoi, à peu près, c'est le moment, on va dire, de découvrir sa propre neuroatypie. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, généralement, ont toujours vu leur neuroatypie comme des inconvénients, alors qu'en fait, c'est une force si c'est bien présenté, bien amené, et si la personne a déjà conscience elle-même de la force qu'elle peut apporter. Par exemple, je connais des TDAH, donc c'est troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces troubles de l'attention, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à suivre des process, donc il faut pas les mettre dans un travail où il faut suivre alors 1, vous faites ça, 2, vous faites ça, 3, machin, avec plein de petits trucs, et puis si à la question 2, vous avez répondu A, alors ici, il faut faire... parce que ça va être un enfer pour eux, et ils vont pas bien s'en sortir. Par contre, sur la créativité, mais ce sont des profils qui sont excellents. Et du coup, je fais des serious games dans mon entreprise, j'ai besoin de ce genre de profil, en fait. C'est même intéressant pour moi. C'est quoi un serious game? C'est une parenthèse. Serious game, c'est un jeu qui est donc un vrai jeu, où on peut gagner, perdre, où on joue soit individuellement, soit en équipe, mais qui a un but sérieux, c'est-à-dire que ça doit apprendre quelque chose. Voilà, donc c'est grosso modo, pour simplifier, c'est un jeu dans lequel on est censé apprendre des choses, un jeu éducatif, mais pour adultes, parce que les jeux éducatifs pour enfants, on n'appelle pas ça des serious games, on appelle ça des jeux éducatifs. Des jeux. Alors ça dépend. Ils apprennent plus ou moins de choses. Je sais pas ce qu'on apprend exactement au Uno, peut-être la concentration, mais ça va s'arrêter à ça. Mais il y a des jeux où on apprend plein de choses pour les enfants. Et on fait la même chose pour les adultes, parce que les adultes adorent jouer, en fait. Clairement, c'est toujours une forme d'apprentissage. Donc voilà. Et donc là, il faut de la créativité pour faire ces jeux-là. Et des personnes de type TDA, c'est un vrai plus, en fait, sur ce genre de métier et de domaine. Est-ce que les personnes que tu engages et que tu fais grandir professionnellement dans ton entreprise maintenant ou dans le passé ont besoin d'un accompagnement ou d'une attention spécifique ou différente des autres? Non, pas dans les personnes que j'ai recrutées. J'ai jamais eu besoin d'un... Alors, on va dire oui et non, en fait. Pas sous la forme qu'on attend généralement avec une personne qui viendrait les aider ou... Ah non, je pensais pas à ça. Voilà, ou ce genre de choses. Dans l'assignement des tâches qui sont données en tant que manager, en tant que project manager, tu vas peut-être répartir les tâches différemment entre les personnes. Du coup, là, c'est simplement une bonne pratique de management, c'est de donner à chacun la tâche dans laquelle il va être le meilleur et qui va le mieux faire. Si vous avez 20 tâches à donner, donnez-les pas aux personnes qui vont les faire les moins bien, mais ça, je dirais que c'est pas lié tellement à la diversité et aux neuroatypies, c'est lié au bon sens managérial. Donc voilà. Et après, effectivement, en fait, on s'adapte sur la façon de communiquer potentiellement avec ces personnes, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir à faire un effort particulier, en fait. Et la plupart du temps, ce sont les personnes en question qui savent le mieux ce dont elles ont besoin ou pas, et la façon dont elles veulent avoir des infos. Voilà, potentiellement, certains vont vous dire, j'ai besoin de consignes écrites. J'ai besoin de consignes qui soient claires ou ce genre de choses, en particulier quand on parle par exemple de TSA. Donc TSA, c'est les troubles du spectre autistique qui aiment quand c'est carré et qui sont super doués pour détecter les biais dans les données, justement. Voilà, vous ferez les conclusions que vous voudrez à partir des infos que je viens de vous donner sur l'intérêt pour les biais des personnes autistiques. Voilà. Et du coup, c'est une adaptation qui est pas lourde, en fait, je trouve. C'est naturel, au final. C'est comme on adapte sa façon de communiquer en fonction des types de personnes. Certaines, elles conçoivent plus direct, d'autres plus dans la politesse. Voilà, c'est la même chose, en fait.
Quels sont les mécanismes que tu as mis en place pour proactivement favoriser cette diversité dans ton recrutement, dans ton entourage? J'ai cru comprendre que c'est pas uniquement ton entourage professionnel, tu as parlé de connaissances, d'amis, de famille également. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou est-ce que tu as progressivement, au fil des années, mis en place une série de comportements qui favorisent ce genre de rencontres? Je dirais qu'il y a un peu des deux, en fait. Je me suis toujours sentie un peu différente moi-même. Donc, j'ai toujours essayé de retrouver des gens différents aussi, qui se sentaient, elles aussi un peu différentes, peut-être pour me sentir moins seule à la base, on va dire, et de me dire, voilà, je suis pas la seule à me sentir différente du reste du monde. Il y a peut-être quelque chose derrière ça à creuser. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur la compréhension dans le privé de ce que ça voulait dire pour moi et pour mes proches. Et du coup, je pense que ça s'est aussi continué dans le professionnel. Et du coup, dans le professionnel, je travaille avec des associations où j'accompagne des personnes qui sont, par exemple, en reconversion, parce que c'est des profils atypiques, non pas neuroatypiques, mais atypiques en tout cas, qui sont intéressants. Donc, je les accompagne et il s'avère que j'ai déjà recruté des personnes que j'avais accompagnées dans le passé, au cours du temps, en fait. À un moment donné, elles cherchent ce qu'elles veulent faire, elles font une formation et puis elles veulent un stage. J'ai pris une personne comme ça en stage et à la fin de son stage, je l'ai recrutée en CDI dans l'entreprise où j'étais avant parce que ça collait bien, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc il y a ce travail en association, puis il y a le travail aussi simplement en conf, le fait que j'en parle en conférence. Les gens viennent vers toi, me suivent, voilà, ils viennent vers moi, ils discutent avec moi sur LinkedIn. C'est vraiment l'endroit où je suis le plus présent, c'est LinkedIn. Donc ils discutent avec moi, ils vont échanger avec moi ou ce genre de choses et du coup naturellement comme ça il y a des liens qui se créent aussi. À propos de conf, tu étais présente au Summit AWS à Paris en avril cette année. Là aussi, je vais rechercher la vidéo et vous la trouverez dans les notes de cet épisode de podcast. Vous scrollez un peu dans votre application et vous aurez le lien. Je reviens sur ce travail de mentor. Deux liens. Ah oui, c'est vrai, il y a deux. Oui, pardon. Tu étais dans une table ronde. Et une table ronde. Vas-y, je te laisse expliquer alors. Explique. En fait, j'étais très chargée le jour du Summit parce que j'ai donné 2 conférences, une sur la diversité et une sur l'intelligence artificielle en dehors de la diversité, et une table ronde sur la diversité aussi. Donc en fait, je suis intervenue à 3 reprises. 3 fois sur une journée, c'était... Ça fait beaucoup. J'avoue que j'ai bien dormi après. Hein. J'ai pas de problème pour m'endormir. Je reviens sur ton travail avec les associations. C'est quoi? C'est du mentorat auprès de personnes en reconversion professionnelle pour les aider à dépatouiller les choix qui sont devant eux et devant eux en général, devant elles, et d'avancer dans leur parcours de reconversion? Entre autres, oui, mais après, ça peut prendre différentes formes. La plupart du temps, j'interviens pour vulgariser ce qu'est l'intelligence artificielle et pour montrer aux gens que c'est pas quelque chose d'inaccessible. Il y a des métiers comme le data analyst où à peu près n'importe qui a vraiment envie de se lancer dedans, il peut trouver une formation de reconversion vers le data analyst et du coup mettre le pied dans l'entreprise et dans la data science et devenir peut-être plus tard data scientist en fait. Donc il y a ces introductions au métier qui expliquent ce que c'est, qui désacralisent un peu l'intelligence artificielle et qui montrent que c'est accessible pour leur donner peut-être envie d'y aller, on ne sait pas. Donc ça, c'est une des premières interventions. Il y a une autre intervention où effectivement je discute avec les personnes pour affiner leur projet. Donc soit sous forme de mentorat, soit des interventions dans des groupes où en fait, c'était cette semaine, je suis intervenue auprès d'une association qui s'appelle Objectif pour l'emploi à Lyon. Question pour y aller. Donc on a regardé un petit peu leur profil et ainsi de suite. Et puis j'ai travaillé avec elles sur leur CV pour les aider à améliorer le CV pour arriver à, j'espère, trouver une alternance dans le domaine pour se lancer ou trouver une formation dans le domaine. Donc voilà. Après, il y a un mentorat qui est plus du coup du face à face, on va dire, avec une personne que j'accompagne un peu plus sur la durée. Donc là, ça va dépendre des moments, des temps, des choses comme ça, en fait, des disponibilités. Et il y a aussi le simple fait d'être rôle modèle, c'est-à-dire d'intervenir en conférence et de dire regardez, je suis une femme, je suis neuroatypique, je fais de l'IA et je vis bien tout ça. Je le lis très bien. Entrepreneuse. Voilà, je travaille, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sûrement le faire aussi, pourquoi pas, lancez-vous. Et je pense que voilà, des interventions comme celle du Summit, ça aide à se dire que peut-être pourquoi pas. Voilà. Donc je pense que c'est multiforme et j'interviens à partir de potentiellement de collégiens ou de lycéens
J'interviens sur des groupes de lycéennes, par exemple, parce qu'il faut commencer tôt, en fait. Après, une fois que la personne, elle a choisi ses études, c'est presque trop tard pour lui dire, au fait, t'aurais pu faire du numérique, mais t'es parti sur autre chose, dommage, mince. Et ça se passe comment? C'est dans les écoles directement? C'est les écoles qui t'appellent? Alors, le collège, c'est dans les écoles, c'est toujours avec OPE. Ils font des interventions dans les collèges où on peut s'inscrire sur un calendrier et où ils envoient des femmes rôle modèles dans les établissements. Et pour les lycéennes, c'est des stages pendant les vacances scolaires où les lycéennes qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour découvrir les différents métiers du numérique, dont l'intelligence artificielle que je présente sur une demi-journée. Donc voilà. J'ai beaucoup de mes collègues qui font ça aussi auprès des collégiens ou en première année de lycée, dans un programme qui s'appelle Amazon Future Engineers. C'est bien que tu mentionnes collège et lycée maintenant, parce que ça me permet de parler d'Amazon Future Engineers, où on va au-devant des collégiens, enfin des écoliers au sens large, collégiens, lycéens, souvent en zone prioritaire d'éducation, pour montrer l'intérêt des métiers de la tech aussi, pour les faire jouer avec Stitch, qui est un environnement de développement extrêmement simple pour susciter l'envie, pour jouer avec des robots et des choses comme ça, pour montrer que les métiers de la tech sont accessibles à toutes et à tous. Le jury de la toile, c'est quoi? Alors, le jury de la toile, c'est que... Donc, la toile, c'est une formation, entre guillemets. C'est un accompagnement de personnes qui dure sur 4 mois, qui est fait par l'EM Lyon, donc l'école de management, qui est gratuit et qui permet à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de revenir en découvrant les métiers du numérique, en apprenant les bases des métiers du numérique. Et ils terminent cette formation de 3-4 mois par un hackathon dans lequel j'interviens en tant que jury. Et donc, du coup, justement, j'en ai un cet après-midi au moment où on enregistre pour faire le prochain jury. Voilà, où on va décerner un prix à l'équipe qui aura fait la meilleure application, en sachant que ils travaillent dessus depuis 2 jours et demi à peu près. Donc, c'est très, très court. Ils ont 3 jours pour faire une application de zéro à partir d'un cahier des charges qui leur est fourni. Et du coup, voilà, ça sera le prochain a lieu très très rapidement là, on va dire. Très bientôt. Cet après-midi, c'est ça, quand on enregistre? C'est ça. Cet après-midi, quand on enregistre, ça sera la fin de la prochaine session. Et la session suivante commencera en septembre. Et ça fait plusieurs années que je fais partie des différents jurys à chaque fois qui ont lieu en fin de hackathon. Voilà, de cette formation. On va l'appeler formation, même s'il n'y a pas de diplôme à la suite de cette formation. Virginie Mativet, docteur en IA, rôle modèle auprès de collégiens, lycéens, adultes en parcours de reconversion professionnelle, spécialiste du billet, des billets dans la vie, des billets dans les données. Je crois que tu as écrit un bouquin aussi, il me semble avoir vu ça passer il y a quelque temps. Non? Oui, alors sur le machine learning, pour le coup, pas sur les billets, mais effectivement, mon 6e livre est sorti en bibliothèque il y a 1 mois et demi à peu près. Donc voilà, c'est le machine learning en Python avec Scikit-Learn aux éditions EMI. Ouais, quand je disais un bouquin, non, c'est le 6e quand même. Le 6e, ça merde. Voilà. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. J'essaye de retrouver mon planning. Vendredi, nous allons parler d'une plateforme à ce service avec la startup UpSum. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.